Je suis Gila Clara Quessos, coach exécutive en entreprise depuis plus de 10 ans et directrice du forum Feminavox, célébrant la Journée internationale des droits des femmes sous le haut patronage de l'UNESCO. J'ai moi-même suivi le parcours Women on Board de Harvard Business School et j'ai choisi de créer ce podcast devant la difficulté rencontrée par les femmes à entrer dans les boards. Dans ce podcast, Women on Board, vous entendrez des femmes et des hommes expliquant comment soutenir la parité au sein des boards, c'est-à-dire les conseils d'administration des groupes cotés, ETI ou entreprises familiales. Ils évoqueront leur parcours, partageront leur regard sur cette mixité qui reste problématique dans les sphères dirigeantes et surtout, comment selon eux, on peut changer les choses. Women on Board, un podcast de Harvard Business Review France. Le podcast Women on Board a pour but de pouvoir donner la parole à des femmes qui ont réussi à pouvoir s'insérer dans les boards et des boards les plus prestigieux, on dira, en France. Pour ce faire, j'ai la chance de recevoir aujourd'hui une invitée qui a été ministre du Travail, ambassadrice de France auprès de l'OCDE, directrice générale de Business France, directrice générale des ressources humaines de Danone et directrice générale adjointe de Dassault Systèmes, membre des conseils d'administration d'Orange, SNCF et Aéroports de Paris. Elle a présidé le CA d'AgroParisTech. Aujourd'hui, elle est membre des conseils d'administration de Manpower Group, Galileo Global Education et Positive, senior advisor chez Bain Capital et membre du conseil du Global Summit of Women. J'ai le plaisir de recevoir Muriel Pénicaud. Merci d'être parmi nous. Bonjour Gila, merci. Alors, c'est un grand plaisir de pouvoir discuter avec vous de comment faire en sorte qu'il y ait plus de parité dans les boards aujourd'hui. Pour ce faire, on revient un petit peu sur votre parcours et ce souvenir sans doute immémorable de comment vous avez obtenu votre première place dans un board. La première board dans lequel j'ai été membre, c'était dans un contexte très particulier. C'est après la vague de suicides chez France Télécom. Et donc, et à l'époque, le Premier ministre avait demandé à 3 personnalités de faire une étude sur comment éviter les risques psychosociaux qui aboutit à ces drames. On y est 3, donc le patron de Schneider Electric, un membre du comité fédéral de la CGT et moi comme DGRH de Danone. Nous avons interviewé pendant 3 mois et donc j'ai passé sur le grill les dirigeants de France Télécom et pour essayer de comprendre comment on est arrivé là. Et quelques mois après, Stéphane Richard, qui était devenu le CEO, m'a demandé de rejoindre le board en disant ces sujets, maintenant, deviennent les sujets des boards, deviennent importants. Et il m'a demandé non seulement de venir au board d'Orange, France Télécom était devenu Orange dans l'intervalle, mais de présider le comité de gouvernance et de responsabilité sociale et environnementale. Ça a été mon premier board. Comme pour tout le monde, c'est le premier board qui est le plus difficile à avoir. Parce qu'une fois que vous avez l'expérience, à tort ou à raison, c'est plus facile. Et après, effectivement, on m'a demandé pour la SNCF et pour l'Aéroport de Paris. Et puis après, le ministre, mais maintenant, c'est une autre histoire. Maintenant, je suis connue dans cet univers-là. Mais je pense quand même qu'il y a autre chose qui a joué, pas aussi directement pour moi, mais qui a joué. On n'est quand même pas beaucoup d'années après la loi Copé-Zimmermann. Mm-hmm. Et la loi Copé-Zimmermann de 2011, c'est quand même la loi qui a permis de faire de la France le numéro 1 mondial du taux de participation des femmes dans les conseils d'administration des sociétés cotées. L'enjeu maintenant, les sociétés non cotées. Pour les sociétés cotées, à l'époque, on était à 11% de femmes et ça ne bougeait pas depuis 30 ans. Et à l'époque, j'étais dans cette génération, on était un peu humiliés qu'il faille des quotas pour qu'on ait un droit d'accès. On a toutes changé d'avis. Parce que, d'abord, au début, on a dit oui, ça sera des potiches, des nuls, etc. Mais, premièrement, il y en avait plein dans le numéro 2, il y avait plein d'invisibles qui étaient là, qui étaient prêtes. Deuxièmement, comme nous étions qu'une trentaine sur la place de Paris à être sollicités, on s'est un peu concerté, on a dit on n'en accepte pas plus de 2 chacune, comme ça ils seront obligés d'en trouver d'autres. Et on a donné des noms. Donc il y a eu de la sororité cachée, je vous le dis maintenant, mais ça, sur l'époque on ne l'a pas dit, parce que c'est partie de la stratégie de ne pas le dévoiler. Et puis, troisièmement, ce qui s'est passé, c'est que, je me rappelle très bien, comme j'étais DGRH, j'ai vu tous les chasseurs de tête de Paris, et je leur dis, mais vous vous rendez compte le marché qui s'ouvre là pour vous ? Ils disent, non, mais il n'y a pas de femmes, les dirigeants disent, de toute façon on ne peut pas en nommer, il n'y en a pas, elles ne sont pas prêtes. Je dis, si vous les trouvez, puis on va vous aider à les trouver, vous allez ouvrir un nouveau pan de votre activité. C'est ce qui s'est passé. Et donc, tout d'un coup, on a rendu visible des femmes qui étaient là.
Elles étaient là. Elles étaient là. Mais alors elles étaient étaient là. où? Parce que ce qui est assez intriguant, on va dire, c'est que on a beaucoup d'hommes qui vont aider les femmes à monter en compétences en termes de dirigeance. Par contre, dès que ça devient de la gouvernance, dès que ça va toucher à la politique, il n'y a plus grand monde en termes d'hommes qui va soutenir véritablement des femmes à venir au board. S'il n'y avait pas eu les quotas en France, on en serait entre 11 et 20%. Ça, j'en suis persuadée. Mais comme il y avait une obligation légale, les entreprises ont été obligées de se pencher et de trouver les invisibles ou de faire trouver des invisibles. Il y a beaucoup de pays qui nous envoient cette loi. Moi, je suis membre du comité directeur du Global Summit of Women. C'est un sujet où je parle du sujet Women on Board tous les ans sur ce sujet, parce que malheureusement, il est inépuisable, parce qu'on n'est pas encore là. Et c'est vrai que la France, aujourd'hui, dans les sociétés cotées, où s'applique la loi, il y a 46% de femmes maintenant dans les conseils d'administration. Alors, il n'y a que très peu de présidentes, encore. Voilà. Mais au moins dans les conseils d'administration. Mais les sociétés non cotées, tout le boulot reste à faire. Il y a encore un gros travail. Est-ce que dans toute votre carrière, vous avez été demandeuse? Est-ce que c'est vous-même qui avez déjà fait? Jamais. Voilà. Donc, on est quand même sur un cas un peu d'exception. Oui, mais premier conseil à toutes les femmes qui veulent entrer dans les conseils d'administration, vous dites pas que vous n'êtes pas capable, parce que, alors, quand j'ai lancé Eve chez Danone pour le développement du leadership des femmes, on était vraiment sur le sujet pourquoi on se sent toutes illégitimes, sentiment d'imposteur, etc., etc. Il y a pareil pour les conseils d'administration. Donc, du calme, vous inquiétez pas, vous êtes au moins aussi compétente que les hommes. Donc, déjà, ne dites pas non, dites peut-être, et ne dites pas, croyez-vous que j'en sois capable. Bien sûr. Voilà. Déjà, il y en a qui perdent des points juste parce que elles doutent. Vous pouvez avoir le doute au fond de vous-même, mais ne le montrez pas parce qu'il n'est pas justifié et il donne l'impression que vous n'êtes pas capable. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'après la loi Copé-Zimmermann, aussi, c'est que du coup, comme il y a eu un appel d'air quand même, beaucoup de femmes ont eu le réflexe qui est quand même très intéressant. On dit, mais nous, on n'est pas compétentes en gouvernance. C'est ça. Donc, il faut qu'on se forme. Donc, l'IPA et d'autres, on a monté plein de formations de femmes à la gouvernance. Sauf que quand elles sont arrivées dans les conseils, les hommes n'avaient jamais demandé de formation. Mais jamais. Et comme elles se sentaient moins légitimes, elles ont bossé 2 fois plus, comme d'hab. Résultat, aujourd'hui, par exemple, il y a beaucoup de femmes qui président les comités d'audit. Bien sûr. Ce que je veux dire, c'est que le sentiment de, entre guillemets, incompétence a généré une professionnalisation plus rapide, finalement, des femmes dans les conseils d'administration. Et c'est pour ça qu'il y en a plus que 40% maintenant dans les sociétés de côté, puisque les présidents reconnaissent que ça a fait progresser les conseils dans le sens de la rigueur, l'exigence et du sérieux. Alors justement, on a eu plusieurs femmes qui sont venues à ce micro et qui nous ont dit qu'il ne fallait pas être tellement bon élève pour réussir à être dans un conseil d'administration. Au contraire, il fallait plus travailler les soft skills que l'expertise en tant que soi. Absolument, parce que là, vous n'êtes plus dans le management, vous êtes dans la gouvernance. Donc, vous ne devez pas savoir tout sur tout dans l'entreprise. Vous devez savoir poser les bonnes questions. En fait, c'est beaucoup plus stratégique dans un sens et beaucoup moins technique dans un autre. Parce que finalement, vous avez un rôle de surveillance, mais aussi de conseil stratégique vis-à-vis d'équipes de management. Et pour le faire, vous ne pouvez pas faire moins bien qu'eux ce qu'ils savent faire dans l'entreprise. Alors, c'est pas du micromanagement, le conseil d'administration. Sinon, d'abord, c'est impossible à faire et c'est raté. Donc, vous pouvez aider, en tant que membre du conseil, les dirigeants à voir des angles qu'ils n'avaient pas vus, à se poser les questions autrement qu'ils se l'étaient posées, à leur amener l'air de l'extérieur, parce que quand on est dirigeant d'entreprise, on a le nez dans le guidon, etc., on a quand même le nez dans son business tout le temps, et celui de ses concurrents, mais pas beaucoup plus. Donc, vous amenez l'air de la société, vous amenez l'air d'autres marchés, vous amenez l'air d'autres questions ou d'autres avancées qu'ont les autres entreprises. Donc, vous devez ouvrir les portes, les fenêtres, les esprits, challenger, conseiller et contrôler. Donc, c'est tout sauf des postures d'action. Il faut vraiment se dire qu'on est dans l'influence et la gouvernance, mais pas dans l'action. Donc, c'était déjà le côté syndrome bon élève et parfois excessif chez nous, les femmes, dans le management. Mais alors, il devient inadapté. Ça ne veut pas dire, il faut garder du bon élève, être sérieux. C'est-à-dire, tout bêtement, lire les dossiers et voilà. Savoir de quoi on parle. Savoir de quoi on parle. Mais faire le travail d'un membre de conseil, qui, encore une fois, n'a rien à voir. Et c'est le changement de posture, je pense, qui est intéressant, mais qui demande effectivement un petit travail. Le confort n'est pas de savoir.
Ce changement de posture. C'est le changement de posture. Alors, quand on regarde votre carrière, quand on regarde aussi les différents boards dans lesquels vous êtes, on est assez étonné de voir la capacité que vous avez à la fois d'adaptation et puis ces stratégies d'influence dont vous parliez. Est-ce qu'il y a une méthode pédico pour pouvoir siéger au board ? Comment vous faites ? Est-ce qu'il y a tout un travail où vous allez vous dire « Ah, ça, pour faire passer quelque chose que j'aimerais faire passer en termes de décision, je préfère m'entretenir avec une personne du board en particulier avant de mettre le point au niveau collectif ». Est-ce qu'il y a tout ce travail de réflexion en coulisses avant d'être sur scène pendant le board ? Alors, je pense la première chose, c'est que, encore une fois, il y a plusieurs membres du board. Donc, chacun doit et peut apporter quelque chose de différent, si le board a été bien conçu. Donc, il y a des profils différents. Ça vous libère de tous les rôles qui ne vous correspondent pas. Quelqu'un le fera. Si vous êtes le spécialiste mondial de tel marché, d'abord, il y a peu de chances que vous soyez au board, mais c'est pas le sujet. Donc, moi, je pense qu'il faut surtout, comme c'est une stratégie d'influence, d'abord, il faut beaucoup écouter, rencontrer les gens, comprendre, et avec empathie. Enfin, on peut pas être membre d'un conseil d'une boîte qu'on méprise. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, je pense que là, ça devient que de la surveillance, mais au sens presque régulatoire, pas au sens... Vous êtes là pour aider l'entreprise à grandir, quand même. Vous avez un rôle d'intérêt général dans ce sens-là. Donc, je pense que la première chose, il faut avoir de l'empathie pour le métier, les produits, la boîte, la marque, ce que vous voulez, mais quelque chose qui vous attire dans cette entreprise qui fait sens. Parce que du coup, vous êtes beaucoup plus naturellement à l'écoute, intéressé de découvrir ce nouveau secteur, empathique. Ça compte beaucoup dans l'affecto-societatis, qui fait qu'on va vous écouter. En gros, les soft skills. La deuxième chose, il faut choisir vos combats. Vous ne pourrez pas influencer en étant membre du conseil, c'est-à-dire vous n'êtes pas à temps plein, de très très loin. C'est selon les entreprises, une réunion plus ou moins longue, tous les mois, tous les 2 mois, tous les 3 mois. Alors moi, je choisis plutôt des boards où on est peu nombreux et où c'est très intensif, comme ça on a plus d'influence. C'est le cas actuellement. Mais vous êtes à temps très partiel. Donc, si vous voulez être utile et avoir un impact, qui sont les deux choses intéressantes, il faut choisir les thématiques sur lesquelles vous pensez que vous pouvez faire progresser l'entreprise. C'est pas la peine d'intervenir sur tous les sujets dans un board. Chacun n'intervient pas sur tous les sujets tout le temps. Mais alors, il faut être identifié comme étant spécialiste. Ah non, c'est soit qu'il se... C'est vous-même qui choisissez. Ah non, c'est soit qui choisit, puis en disant... vous prenez la parole une fois sur un sujet, une deuxième fois, une troisième fois. Bon, après, logiquement, ça a un rapport avec qui vous êtes, ce que vous avez fait, ou des compétences que vous avez. Mais, par exemple, dans les boards que je suis, à chaque fois, moi, j'ai un thème différent. Mais j'ai toujours le thème de l'empowerment des femmes. Celui-là, voilà. Bon, on sait que si on m'amène dans un board, ce sujet-là, je ne vais pas le lâcher du sol au plafond. Après, j'ai d'autres sujets qui diffèrent selon les boards, mais celui-là, il va être toujours présent. Donc, vous voyez, d'autres, ça va être tel aspect de la gouvernance ou tel aspect du business. Donc, mais ça, c'est important. Vous ne pouvez pas le faire le premier jour parce qu'il faut déjà comprendre. Chaque entreprise est très différente. Les rapports entre le conseil et le management sont très différents. Alors ça, c'est un autre point très important. C'est que plus vous êtes en confiance avec le management, ou plus ils sont en confiance avec vous, en tant que membre du board, plus vous aurez de l'influence. Y compris en off, en one-to-one, en disant, je peux intervenir au board, là, mais là, il y a un truc qui me préoccupe. Est-ce qu'on peut en reparler ou est-ce qu'on peut le mettre à l'ordre du jour d'un prochain board ? Vous n'êtes pas obligé d'y aller gros sabot. Mais lâchez pas votre fil. Mais si vous avez une relation de confiance, ça permet du coup quelquefois que le sujet arrive sans que vous ayez besoin de le mettre sur le tapis. Ça, c'est de la vraie influence, ça. Donc ça, c'est quoi ? C'est parce que vous avez suggéré ? Oui, parfois, oui, en disant... Il y a des sujets qui vous paraissent soit des opportunités manquées, soit des risques pour l'entreprise. Sa gouvernance, il y a beaucoup de risques-opportunités quand même. Alors, soit c'est un peu évident et vous pouvez l'aborder directement en conseil, soit le management n'en parle pas, donc le directeur général n'en parle pas, etc. Bon, pourquoi pas lui en parler en one-to-one. Ouais. Et puis après, s'il n'entend pas et vous pensez que c'est important, vous en parlez quand même en conseil. Mais la plupart du temps, lui-même va prendre au sérieux ce que dit un membre du conseil. Quand on est une femme, est-ce qu'on peut être frontale dans un board ? Je pense que alors là... Ou alors est-ce qu'il faut trouver l'humour, il faut trouver des pirouettes, je pense il faut la répartie. On
d'abord, on peut être frontal avec le sourire. Mhm. Et puis qu'on a un peu passé l'âge et l'époque où on n'est pas ce qu'on est. Par contre, frontal agressif, pour aucun membre, femme ou homme, c'est efficace en conseil. Personne ne fait ça en conseil d'administration. Enfin, si, au début, quand on est dans une grave crise pour l'entreprise. Mais encore une fois, le mot conseil, il est beau, il est important. On est là pour aider l'entreprise, les dirigeants, faire réussir l'entreprise et tout le collectif et tout l'écosystème de l'entreprise. Il n'y a pas de raison d'être... on peut être frontal au sens assertif sur un sujet. Mais... Est-ce que, par exemple, vous conseillez toujours de parler en jeu? Pour une femme, par exemple, c'est important de relativiser aussi, d'avoir une posture un peu humble ou pas du tout? Pas du tout. Non. Non, vous parlez de l'entreprise. D'accord. Donc, vous dites, attendez, là, je suis préoccupée, on parle pas dans ce sujet, on n'a pas parlé de ça. Ça me paraît pourtant quelque chose qui va beaucoup impacter l'entreprise. Alors, ça peut être la géopolitique, l'intelligence artificielle, ce que vous voulez. Alors, donc, quelles sont vos réflexions là-dessus? Parce que moi, ça me paraît important et pour l'instant, on n'en a pas parlé. Enfin, vous parlez de l'entreprise, vous parlez de... Il n'y a pas besoin de dire... Une fois que vous êtes membre du board, vous êtes membre du board, non? Il n'y a pas à vous excuser d'être membre du board. Après, encore une fois, si vous intervenez sur tous les sujets... Ça devient fatigant. C'est saoulant, quoi. Et puis, ça n'apporte rien parce que votre parole n'a moins de valeur. Donc, il faut quand même... c'est pour ça que je dis qu'il faut choisir un peu les thèmes. Et ceux-là, vous pouvez avoir une vraie influence. Est-ce que vous avez été très souvent seule femme dans des boards? Dans les boards, non. Comité exécutif, les 2 fois, la première et la seule, pendant donc au total 12 ans. Donc seule première, je suis habituée. Les boards, on était tout de suite 2, voire 3, parce que comme c'était l'époque où il y avait la féminisation. Par contre, j'ai été dans les... Oui, au début, maintenant c'est plus rare, mais c'était assez rare d'être président de comité. Et je l'ai été dans les boards où j'étais à chaque fois. Et ça n'a pas posé de problème? Ça, non. Mais par contre, si vous avez l'occasion de l'être, ça, il ne faut pas hésiter parce que vous avez plus d'influence. C'est intéressant. Alors, quand on dit plus d'influence, c'est plus de travail, c'est-à-dire moins de temps personnel. Comment est-ce qu'on gère? Parce que là, j'ai nommé le nombre impressionnant de conseils d'administration dans lequel vous êtes. Aujourd'hui, c'est 2. J'avais toujours eu 2 ou 3, pas plus. Mais ça prend déjà du temps. Ça prend combien de temps? Alors, vous prend combien de temps? Aujourd'hui, ça me prend plus de temps parce que j'ai choisi des boards qui se réunissent beaucoup et où, dans les 2 cas, le chairman étant en même temps directeur général, utilise le conseil d'administration vraiment comme son conseil stratégique. Manpower Group, on a 6 boards par an entre 2 et 4 jours. Hein. Donc c'est... 2 et 4 jours? Oui, ça c'est le plus intensif que j'ai jamais connu. C'était pas du tout le cas des sociétés du CAC 40, où c'était beaucoup moins important. Mais du coup, on va loin. Et on n'est que 10. Hein. Donc, on est tous membres de comité. Enfin, donc, bon. Mais c'est parce qu'on est vraiment utilisé par le management comme du conseil stratégique, ce qui est très intéressant. Très intéressant. Et alors, du coup, ça vous demande combien de temps de préparation? C'est la première année qu'il y a beaucoup de temps de préparation, parce qu'il faut comprendre la boîte, quoi. Enfin, il faut comprendre les éléments clés, etc. Après, il y a des exact summaries bien faits, etc. Il faut savoir lire vite, intensément, voir l'essentiel et s'en rappeler, quoi. Mais... Et alors, quand on vient vers vous pour vous proposer un conseil d'administration, est-ce que c'est par rapport aux alliés que vous allez trouver dans le conseil? Est-ce que c'est par rapport à la thématique? Est-ce que c'est par rapport à ce que, la motivation de découvrir un nouvel univers en termes d'entreprise? Vous voulez dire dans ceux que je choisis ou pourquoi on me propose? Ceux qu'on vous propose et que vous choisissez. Oui. C'est quel critère qui va vous faire accepter? Ça a un peu changé dans mes premiers boards, donc il y a une douzaine d'années, 10-12 ans. D'abord, j'étais super contente d'entrer dans un board. Voilà. Bon, et il y a le cas particulier la dimension connaissances, ressources humaines et travail était importante à chaque fois parce que France Télécom, c'était bien ça. Et du coup, mais ce qui est intéressant, c'est que je présidais en même temps le comité de gouvernance et de RSE. C'était plus large. Mais bon, c'était vraiment pourquoi ils se sont adressés à moi. Ensuite, la SNCF, les problématiques sociales et humaines sont très importantes, mais je présidais le comité fret et logistique. Donc oui, c'est très business. Parce que je représentais aussi les clients, dont Danone faisait partie. Donc vous aviez déjà en fait l'économique et le social. Voilà. Moi, j'ai toujours été sur économique et social, jamais que social ou que économique. J'ai toujours marié les deux. Aéroport de Paris. Alors, Aéroport de Paris et SNCF, je trouve que c'était très intéressant. Enfin, même Orange, il y avait un côté infrastructure structurante de la vie quotidienne.
les trains, les avions, c'est assez fascinant, quoi. Et les télécommunications en pleine mutation. Et alors aujourd'hui, c'est maman et de bord, il y en a un sur le champ de travail et l'autre sur le champ éducation. Là, je suis en plein dans le sujet. Là, c'est assez logique qui m'est demandé, mais moi, ça m'apporte aussi des choses parce que ça me permet de continuer à voir mondialement, dans les deux cas, un certain nombre d'évolutions qui se font vues par les prismes de ces marchés. Donc Alors surtout au début, vous disiez que quand on est venu vous chercher, c'était quand même assez flatteur. Oui. Est-ce que vous avez dit non à plusieurs boards ? Oui. Et qu'est-ce qui vous fait dire non ? C'est le temps, c'est la thématique, d'abord, c'est les personnes pas plus de 2 à la fois, parce que justement, je fais d'autres choses dans la vie et que non, par contre, si j'y vais, j'ai envie de le faire bien, quoi. Donc plus ça prendrait trop de temps par rapport à d'autres choses qui sont également importantes pour moi. Donc c'est ça. Et après, du coup, aujourd'hui, aujourd'hui, c'est assez facile de me dire que je choisis celle qui continue à être sur les champs où je sais que j'apporte directement plus. Mais quand vous apportez plus, vous recevez plus. Hein. Ça marche dans les deux sens. Bien sûr. Donc, et puis, dans mes critères aujourd'hui, c'est que j'ai plus envie d'être dans des conseils où il y a 20 personnes autour de la table, dont les 3 quarts sont pas dans un comité, donc ils survolent un peu. J'aime mieux une équipe de conseil d'administration plus resserrée et où on a un échange avec le management qui va plus loin. Vous êtes resté en moyenne combien de temps dans un board ? Je suis restée en moyenne 5 ans. Ça aurait pu être plus. C'est souvent on fait 2 mandats, mais en attendant, j'étais devenue DG de Business France qui m'empêchait de rester chez Orange, et après ministre qui m'empêchait d'être dans aucun board. Voilà. Donc j'ai interrompu. Mais les conseils d'administration, ils aiment bien avoir des membres qui font plutôt 2 mandats. Alors ça fait, c'est plutôt 8 ans, c'est plutôt... Ce qui est pas mal parce que vous avez l'évolution de la boîte. Donc quand c'est pour ça qu'il faut vraiment regarder si vous entendez bien avec les dirigeants, si vous trouvez que la boîte est intéressante, l'entreprise, parce que c'est quand même un engagement. Enfin, vous pouvez arrêter à tout moment, mais c'est quand même votre valeur, elle augmente quand même au fil du temps. Alors bon, le syndrome de bon élève de la femme qui est au board, qui prépare ses 15 questions et qui a déjà fait tout un... Oui, alors il faut mieux en préparer 3 percutantes que 15 pour montrer qu'on a lu le dossier. Non, vous êtes supposé l'avoir lu, c'est pas la peine de le démontrer. C'est ça, et en plus, cette femme qui va dépenser quand même quelquefois des sommes assez conséquentes pour se former. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est nécessaire de se former pour être dans des boards ? Alors moi, je suis un peu ambivalente sur le sujet, parce que... je vois que le marché de la formation des femmes dans les boards, les hommes n'y vont toujours pas, hein, donc c'est quand même un gros point d'interrogation. Enfin, c'est pas un point d'interrogation, c'est un symptôme. Il y en a beaucoup qui croient que la formation va leur ouvrir les portes d'un conseil. Je pense que, honnêtement, quand on vous propose un conseil, on ne regarde pas si vous avez fait une formation ou pas. Je m'excuse, je suis un peu dure, mais après, si, par exemple, vous n'avez pas du tout de compétences dans l'aspect financier, il y a forcément une partie financière dans le board. C'est pas mal de compléter ça parce que même si c'est pas votre point de spécialité dans le board, vous allez quand même souvent avoir des questions de ce type-là. Faut comprendre. Donc ça peut être utile. Mais ne pensez pas que c'est la porte préalable à entrer dans un conseil. Vous pouvez le faire pendant, avant, ou pas du tout si vous n'avez pas besoin, ou en ligne, ou je sais pas quoi. Mais non, par contre, pour pouvoir trouver un board, tout le monde n'est pas appelé directement. Et puis maintenant, j'ai une visibilité, donc c'est différent. Je pense que c'est vraiment... Il faut bien réfléchir au réseau qu'on a. C'est ça. Et là où on peut apporter quelque chose. Et quelquefois, ça peut être dans son entourage. Il y a aujourd'hui énormément d'ETI en France, de PME, qui commencent tout juste à s'ouvrir à la féminisation. Là, il y a un marché énorme. Et c'est souvent intéressant parce que c'est des boîtes qui sont dans un territoire, qui ont un potentiel de croissance. Donc là, je pense qu'on peut aller contacter des gens en disant... Mais je pense qu'il faut utiliser beaucoup son réseau. Revenons sur votre expérience. Est-ce que vous avez fait des postes dans des boards qui étaient non rémunérés ? Est-ce que vous avez, dans votre carrière, accepté de pouvoir siéger dans certains postes non rémunérés ? Oui, 3. La présidence d'AgroParisTech, une école d'ingénieurs publics. Donc là, évidemment, ça n'est pas rémunéré. C'est pour le bien commun. D'autre part, je préside le board d'une fondation que j'ai créée où on a des artistes émergents. C'est évidemment bénévole. Et puis, je suis membre du conseil d'administration de Positive,
qui aide des jeunes entrepreneurs à démarrer et où tout le monde est bénévole aussi au niveau du conseil. Donc voilà, j'ai un mélange de bénévoles. Mais évidemment, quand c'est des grands groupes, c'est rémunéré. Est-ce que vous le conseillez pour des femmes d'essayer d'avoir un peu comme vous un équilibre entre rémunération et non rémunéré? Beaucoup de femmes pensent qu'il faut commencer leur carrière avec des boards non rémunérés. Je pense que ça change rien au fait que vous alliez dans un autre board, mais si ça a du sens pour vous, faites-le. Il faut qu'il y ait une cause qui soit... une cause qui vous fasse du sens. Enfin, la vraie stratégie, c'est le réseau. Hein. Et là, vous pouvez démarcher. Mais dans le one-to-one, quoi. Parce que justement, comme c'est souvent des engagements de longue durée, pour les dirigeants, c'est pas simplement une collection de compétences. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de chasseurs de tête qui cherchent des membres de conseil. Ça passe un peu par eux. Donc, il faut aussi s'adresser à ceux... Il y en a 5-6 qui sont spécialisés là-dessus. Mais il faut quand même beaucoup activer votre réseau parce que quelquefois, les gens pensent pas à vous. Ils disent « Ah ouais, mais tiens, ah oui, tu pourrais nous apporter beaucoup. » Donc, une vraie mise en visibilité. Vraie mise en visibilité. Alors, est-ce que faire un board bénévole, parce que c'est dans le domaine associatif, etc., aide? Je sais pas. Une entreprise, est-ce qu'ils vont se dire c'est des compétences transférables? Je ne sais pas. Mais ça peut être intéressant aussi pour soi-même se roder. Oui, pour se roder. Beaucoup de femmes qui ont été donc, à ce micro nous ont dit que la première question que se posent des membres du board lorsqu'ils veulent vous recruter, c'est est-ce qu'elle va faire partie du collectif? Est-ce qu'elle va réussir à se fondre dans le collectif? Quelle est votre recommandation pour se fondre dans le collectif? Vous avez une personnalité quand même qu'on connaît, avec un franc-parler. Comment vous arrivez à faire en sorte que le collectif ne vous voit pas comme menace en tant que femme? Comme femme ou comme personne, je dirais c'est la même chose. Je pense que c'est pour ça que j'ai parlé d'empathie au début. Il faut vraiment avoir envie de travailler avec les autres membres du conseil, avec le management. Enfin, c'est des gens que vous appréciez pas. On peut prétendre le collectif, mais je pense que c'est important de dire que c'est un travail d'équipe, le conseil. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin de poser 15 questions, parce que d'autres vont les poser. Et si vous voulez montrer la meilleure élève, vous allez irriter tout le monde à juste titre. Se dire, tiens, c'est intéressant, dans ce conseil, il y a un tel qui vient de tel univers, un peu au début, faire du one-to-one pour se connaître. Il y a des entreprises qui l'organisent un peu dans le onboarding. Il y en a qui organisent le onboarding des nouveaux membres, ce qui est bien, mais toutes ne le font pas. Mais vous pouvez le faire vous-même. Et je pense que c'est bien de comprendre un peu quels sont les ressorts, les motivations de chacun, et du coup de valoriser aussi les autres. Et sur certains sujets délicats, de dire, tiens, et toi, t'en penses quoi avant une réunion de conseil? Est-ce qu'on est d'accord? Tu veux qu'on intervienne ensemble? Enfin, ouais, un travail d'équipe. Faire des alliances, quoi. Des alliances, un travail d'équipe. Et puis à la fin, c'est le conseil qui est efficace ou pas. C'est pas une personne. Vous n'êtes pas leader. Hein. Vous êtes membre d'une équipe qui a un rôle de conseil. Donc, je pense que ça, c'est intéressant. Et comme en général, les membres de conseil sont quand même assez variés, c'est assez facile d'être empathique parce qu'il y a des curiosités un peu naturelles de gens qui ont un profil différent, qui viennent d'ailleurs, qui ont un autre background. C'est intéressant. Et oui, c'est des alliances qui peuvent être très sympas. Alors aujourd'hui, les nouvelles normes européennes proposent une loi Women on Board avec justement des possibilités de quotas. Qu'est-ce que vous en pensez et comment faire en sorte de faire comprendre aux hommes qu'ils laissent la place pour le bien de tous? Alors c'est très intéressant parce qu'en France, en 2011, c'était très très débattu. Faut-il des quotas, pas des quotas? La loi Copé-Zimmermann a été très bien faite parce qu'elle y va par palier. Il y avait au bout de 2 ans, 3 ans, 5 ans. Il y avait 5 ans pour se conforter. La loi Marie-Pierre Rixain aussi. La loi Marie-Pierre Rixain est pour la même raison. Et l'index que j'ai lancé, il est progressif aussi. Parce qu'on a toutes les deux tiré la leçon positive de ça. Aujourd'hui, tout le monde considère, et c'est pour ça que l'Europe veut le faire, ils veulent copier la législation française sur différents sujets, l'index aussi d'ailleurs, et sur les conseils d'administration, enfin la copier et l'adapter, mais s'en inspirer. Toutes les autres femmes en Europe et aux États-Unis nous envient cette loi. Donc, moi, je suis résolument pour. Bon. Après, comme toujours, il y a un passage culturel qui n'est pas facile à faire. Il y a l'accompagnement, mais c'est plus de l'accompagnement que de la formation. Et parce qu'il y a... quelquefois, il y a quelques conseils quand vous êtes... Enfin, moi, je n'ai pas été la seule, mais on était 2 au début, et dans les COMEX seuls. Il y a le côté,
on est entre nous, on fait nos blagues à nous. Enfin, vous voyez, le truc classique des mecs entre eux, quoi. Bien sûr. C'est pas méchant, mais ça empêche beaucoup l'intégration. Donc, je pense que pour les groupes d'entreprises internationales qui ont des activités en France et dans d'autres pays, moi, je les inviterais à inviter les membres du board français, hommes et femmes, à venir parler aux équipes en Allemagne, en Pologne, en Italie, etc. Et il verrait qu'aujourd'hui, c'est un satisfait. Si on n'avait plus la loi, je crois qu'on ne reviendrait pas en arrière. Parce que vraiment, je vous dis, sinon on sera à 40%, on est à 46%. Oui, c'est quand même... Et avec beaucoup de présidences de comité. Donc c'est... Voilà, la greffe a prise. C'est plutôt un succès. Non, c'est un succès. Si on revient sur l'index Pénicaud, justement, celui que vous avez mis en place, est-ce que vous pouvez nous en rappeler l'historique et en quoi est-ce qu'aujourd'hui il a pu aider justement ces lois sur les quotas? Alors, on a effectivement un arsenal législatif de 3 lois en France sur l'émancipation économique des femmes. Enfin, loi récente, parce qu'il y avait la loi Yvette Roudy, mais en 1972. La loi Copé-Zimmermann en 2011. Ma loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel en 2018, dont l'apprentissage, le CPF et l'égalité homme-femme, dont l'index. Et puis la loi Rixain, en 2023, pour la part dans les comités de direction. Parce qu'on croyait que le fait d'emmener des femmes au conseil d'administration amènerait des femmes au comité de direction. Ben non. Eh ben non. Donc, c'est pour ça que Marie-Pierre et Elisabeth Moreno, qui était ministre à l'époque, ont soutenu cette proposition. Je pense qu'elles avaient raison. Et sur l'index égalité, l'idée, c'était que malgré une loi en 72 d'Yvette Roudy qui donnait le principe de l'égalité entre les femmes et les hommes à travail égal, salaire égal, en clair, on était encore 16% de différence. Et donc c'est absolument insupportable. Et donc, on s'est dit qu'il fallait une loi, mais qui allait beaucoup plus loin sur l'opérationnel, qui se repose sur le même principe, n'a pas changé le principe, mais qui opérationnalise et qui crée un mécanisme d'obligation de progrès pour les entreprises. Donc, un index avec une obligation de résultat, d'abord, et s'il n'y a pas les résultats, au bout d'un moment, il y a des sanctions financières, mais mesuré par un index, je vais revenir sur ce qu'on a mis dedans et comment, l'idée, c'est que, en gros, les entreprises ne progressent pas dans les domaines qu'elles ne comptent pas. Ce qui ne compte pas, ne compte pas. Alors, dans la vie, c'est pas tout à fait vrai, c'est plus large. Mais dans le monde du business, si on ne compte pas, on ne progresse pas. Il n'y a pas de progrès. Donc, on s'est dit, il faut mesurer. Et donc, moi, ce que j'ai demandé d'abord à tous les partenaires sociaux, individuellement, enfin, tous les patrons, patronaux et syndicaux, ils m'ont tous dit, on y va. C'était tous des hommes à l'époque. Quand je réunissais les partenaires sociaux, j'étais la seule femme dans la pièce. Et je leur ai demandé, bon, mais tous ont dit OK. Et puis après, ils ont nommé dans le groupe de travail tous les numéros 2, qui étaient toutes des femmes. Uh-huh. Donc elles y sont allées. Et donc, on a travaillé avec ça, avec les réseaux de femmes aussi, en entreprise, et des RH. Et ils ont travaillé pendant 4 mois. La seule contrainte que j'avais mise, c'est qu'il n'y ait pas plus de 5 critères. Pourquoi ? Parce que, alors, pour le coup, ayant l'expérience et des boards et des COMEX depuis longtemps, je savais que si c'était une machine, un truc trop compliqué, c'est un Excel qui sortirait, le DRH et le financier sortiraient une fois par an, mais ça ne le ferait pas bouger, parce qu'on n'en discuterait pas au COMEX et on n'en discuterait pas au conseil d'administration. Voilà. Donc il valait mieux un truc imparfait, mais puissant pour agir, que l'inverse. Et donc ils ont défini, avec mon accord, 5 critères. À travail égal, salaire égal, évidemment par niveau de poste. Même pourcentage de femmes augmenté chaque année par rapport au nombre d'hommes, même chance en termes de carrière, d'évolution de carrière, application de la loi qui oblige à augmenter les rémunérations des femmes à la sortie du congé de maternité, et la part des femmes dans les 10%, le pourcentage de femmes dans les 10 plus hautes rémunérations de l'entreprise. Sur ce dernier point d'ailleurs, c'est un rapport avec notre sujet, c'est un des points les plus difficiles pour les entreprises. Même là où il y a des femmes au COMEX, comme c'est bizarre, c'est pas les mêmes rémunérations. C'est ça. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont réalisé que dans les 10% des plus hautes rémunérations, il y avait 0 femme. Voilà. Et donc, aujourd'hui, quand on a lancé, alors c'était un peu avant le Covid, donc je dirais il y a une année, les progrès, on a un peu pas autant progressé qu'on le souhaitait pendant un moment, mais ça progresse.
trop lentement, ça progresse. Donc on est passé de 84 points sur 100 en moyenne à 88. L'égalité réelle, c'est 100. Hein. Et il n'y a encore que 2% des entreprises qui sont à 100%. Donc c'est pas fini. Non. Et donc il y a des réflexions sur corser un peu le chose. Je pense que maintenant il faut monter la barre d'exigence. On a le temps de s'organiser. Mais monter la barre d'exigence. Mais attention, certains voudraient aussi rajouter plein de critères. C'est un peu le problème de la CRSD européenne. Là, je pense que ça deviendra un machin qui sort dans les rapports annuels, mais qui sera plus débattu en conseil et en COMEX, ce qui serait dommage. Donc, mais voilà, donc on n'y est pas encore. Il ne faut rien lâcher pour nos filles et nos petites filles. Vous pensez que la solution, elle est dans les mains des régulateurs? Est-ce que vous pensez que ce sera les sanctions qui vont faire la différence là, dans les prochaines décennies? Je pense que c'est malheureusement une étape nécessaire. On l'a vu pour la loi Copé-Zimmermann. Sans la loi, on n'y serait pas arrivé. Maintenant, ce sujet-là, société cotée, je dirais, on l'a réglé en France. Il y a même des entreprises où on a fait l'inverse. Il ne faut pas qu'il y ait plus de 60% de femmes parce qu'on est en train de... Voilà. Donc, aujourd'hui, au CAC 40, on n'est pas à parité en termes de dirigeance. Ah, dirigeance. Oui, dirigeance. Ah oui, mais on est mieux en conseil d'administration qu'en dirigeance. En dirigeance, on a 3 patronnes du CAC 40 qui sont des femmes. Donc, on est très mauvais. Très mauvais. Ah oui, non, mais là, vous savez, c'est le principe du plafond de verre. Le plafond de verre, à chaque étage, il est un peu plus épais. Alors, le dernier, c'est un iceberg. Donc, non, là, il ne faut pas lâcher. Mais non, je pense malheureusement qu'on a besoin de la régulation. C'est intéressant d'ailleurs parce qu'il y a plein d'études économiques. D'ailleurs, je suis sûre que Harvard Business Review en a fait ou est publié. Mais ça va du FMI à la Banque mondiale, à la BCE, à McKinsey, etc., qui ont prouvé qu'économiquement, les entreprises où il y a une parité dans la gouvernance et dans le management, et où sont plus performantes, plus résilientes, plus innovantes. Bien sûr. Donc, si le monde économique était rationnel, vous voyez ce que je veux dire? Il faut s'y précipiter parce que c'est la recette pour réussir. Et malgré ça, ça résiste. Donc, on voit bien que les aspects de cooptation culturelle prédominent parfois sur l'intérêt économique de l'entreprise. Sur l'intérêt économique. Muriel Pénicaud, merci d'avoir été avec nous. Est-ce que, justement, un dernier conseil pour la gente masculine qui nous écoute sur le fait d'avoir une plus grande profitabilité pour permettre de faire la place aux femmes dans les boards? 1, n'ayez pas peur des femmes. Elles vont apporter beaucoup. 2, je pense que c'est une chance pour faire mieux réussir l'entreprise, qui est votre but aussi. C'est le but partagé. Donc, pas hésiter à y aller. Et puis surtout, pensez à vos filles. Parce que si vous avez des filles ou des nièces, enfin, des jeunes que vous connaissez, et que vous leur dites, bah écoute, je suis désolée, tu n'auras pas la même rémunération que ton frère ou ton cousin, même si tu as fait la même école, parce que ben voilà, c'est trop cher pour l'entreprise. Et puis au conseil, ben oui, mais tu pourras moins assister. Ben oui, c'est difficile, mais bon, c'est comme ça la vie. Je pense que vous allez vous sentir très mal. Alors, dites-vous que les femmes dont on parle, ben, c'est vos filles, vos nièces, vos conjointes. Et je pense qu'à ce moment-là, vous serez très motivés. Merci encore Muriel Pénicaud d'avoir été parmi nous. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez un nouvel épisode de Women on Board tous les 15 jours sur hbrfrance.fr et les plateformes d'écoute habituelles. À bientôt.